Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer déjà ce que j'appelle le cercle vicieux du capitalisme libéral. Euh, C'est-à-dire, si tu peux. Voilà. Donc en gros, pour moi, il y a quatre étapes clés. Okay. Le capitalisme libéral, il s'attaque à vous en tant qu'individu, mais il s'attaque aussi à nos gouvernements, à nos pays. Okay. Et donc, comme vous voyez, avec le capitalisme libéral, on passe notre temps à courir. On est derrière le profit. On est derrière la compétition, la compétitivité. On doit rembourser nos dettes, etc., etc., etc. Il y a quatre États. Donc on est un pays développé. C'est ce qu'était la France il y a encore 20-30 ans. On est un pays développé en déclin. Donc qu'est-ce que c'est un pays développé en déclin? C'est l'état dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que on a fait tous nos travaux en type infrastructure, etc. La croissance, on la cherche, mais il n'y a plus rien. On a pressé l'orange jusqu'au bout. Il nous reste même le zeste. Et oui, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'utiliser le zeste. Okay. Et il y a toute une croissance d'une économie en déclin. Alors, c'est quoi une croissance de l'économie en déclin? C'est on commence à s'attaquer, bien sûr, on fait du business avec des services, mais on fait du business avec notre moralité, notre spiritualité. Donc, comment ça s'explique concrètement? Avant, par exemple, je dis souvent, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ça remonte à moins de 10 ans, quand on déménageait entre amis. On appelait ses amis et on déménageait. Aujourd'hui, ah ben non, je peux pas, j'ai un truc à faire. Mais tu sais quoi, il y a une appli qui te permet de déménager vite fait. Avant, on discutait. Ouais, on WhatsApp ou on chat ou je sais pas, je connais pas tous les trucs. Mais... Et donc, en gros, les moindres actes de notre vie relationnelle sont attaqués. C'est-à-dire que on a fait les grands plans Marshall, on a construit des routes, on a construit des aéroports, on a fait le petit Paris, on a fait le grand Paris, on va faire le très grand Paris. Et finalement, à la fin de la journée, on s'attaque à votre personne, on s'attaque à la propriété. Un exemple simple, avant, on possédait quelque chose. Aujourd'hui, on achète une maison, on part en vacances, on la met sur Airbnb, ou on échange nos maisons pour les vacances, ou on met notre chambre en colocation, on hypothèque notre maison. Donc, en gros, même notre voiture, elle ne nous appartient plus. On est dans en fait, il y a une précarité de la possession. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et donc ça, c'est les pays développés en déclin. Après, on est pays développés sous pression. Alors là, sous pression, ça y est, c'est fini. Là, les 30 glorieuses, c'est fini. Euh, euh, Typiquement, un pays développé sous pression, qu'est-ce qui se passe? Il privatise tout. C'est-à-dire que même les, euh, les secteurs générateurs de croissance ou de profit, on les privatise. En France, par exemple, on commence à privatiser les forêts, les routes, les aéroports, etc. etc. Et après, on a un pays non développé ou un pays en voie de redéveloppement. Alors ça, c'est fort. Alors, par exemple, un pays en voie de redéveloppement, ça peut être le Portugal ou l'Espagne. Ça peut être la Grèce. Aujourd'hui, les Portugais, ils vont travailler en Angola. Ils se font expulser parce qu'ils n'ont pas de papier. Aujourd'hui, les Espagnols, ils vont faire des cueillettes au Maroc. Les Grecs, vous allez voir beaucoup de Grecs, ils voyagent, ils sont obligés de voyager. Il n'y a plus rien chez eux. Et ils acceptent des jobs très mal payés, quel que soit leur niveau d'études. Et donc c'est un cycle. Voilà, bon, c'est un cycle, c'est gentil. Et une fois qu'on a connaissance de ce cycle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut entreprendre. C'est-à-dire, si moi je sais que le Cameroun qui était ici un pays non développé, ça va commencer à devenir un pays développé, je sais quel type d'activité va être intéressant de développer au Cameroun. Un truc tout simple, en Afrique, et c'est pour ça que c'est très dangereux, le capitalisme libéral est très dangereux, c'est que on va commencer à faire du marketing, beaucoup de marketing. On va commencer à faire des salles de sport, parce que quand on a une classe moyenne qui commence à avoir un peu d'argent, elle a besoin de décompresser. On va probablement, avant on avait une nièce qui gardait les enfants. Mais comme
il y aura une sorte d'exode rural, c'est-à-dire que tout le monde va venir en ville, on va construire des maisons en étage, et on n'aura plus de place pour que la nièce puisse dormir dans la maison, etc. Et donc il faudra aménager tout ce qui est, on va le voir plus tard, mais infrastructure de l'enfant, c'est-à-dire que ce soit des centres de jeux, que ce soit tout ce qui est garderie, etc., 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 etc. Et donc, et là, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Là, maintenant, il n'y a plus de croissance en Europe, donc maintenant, on essaye de s'attaquer à l'Afrique, à l'Asie, etc. Donc là, on va avoir quelques paradoxes du capitalisme libéral. Donc on en a vu quelques-uns. Il y en a un qui me touche particulièrement, c'est la protection du foyer familial. Et donc, on en a un peu discuté. Bon, là, après, il y a l'économie de la dette, on en a un peu parlé, patriotisme, démocratie, optimisation fiscale. Bon, c'est des petits paradoxes, j'en parle beaucoup dans le livre, mais on va juste se concentrer sur la protection du foyer familial. Alors, on voit pas très bien, mais on voit l'éclatement en fait. Ce qui se passait avant, une famille, je sais pas si vous connaissez le jeu des 7 familles, vous connaissez? Aujourd'hui, les enfants de 13 ans, ils ne connaissent pas le jeu des 7 familles. Parce que ça n'a pas de sens. Papy et mamie, ils sont en maison de retraite. On ne les voit plus, papy et mamie. Ah oui, c'est vrai, genre. Et puis, les cousins et cousines, nous n'en parlons pas. Euh, et ce qui se passe, en fait, vu que les deux individus, enfin, papa et maman, travaillent, et ben c'est ce que je parlais de l'économie de l'enfant. Et ben il y a la garderie, il y a la dame qui vient les chercher à la garderie pour les ramener à la maison. Et puis aussi, comme la femme travaille, elle ne peut pas tout faire. C'est pas Superwoman, etc. Elle ne peut pas faire la cuisine, faire le ménage, etc. quand elle revient. L'homme non plus, hein, s'il travaille. Enfin, je suis pas macho. Hein, mais en gros, les deux côtés, enfin, si on travaille 9 heures par jour, quand on rentre, on n'a même pas envie de discuter finalement. Il y a les enfants, on doit leur faire à manger, bon, on met le plat dans le micro-ondes, on regarde les infos et on est toujours passif. C'est-à-dire qu'on reçoit, on est toujours passif, on regarde les enfants, on va se coucher et puis hop, c'est rebolote le lendemain matin. Et on n'a pas le temps de penser. C'est l'hamster qui court. Et donc la famille est en danger. Ouais, là, on a mis les grands-parents en maison de retraite. Après, là, je vois plus très bien. Ouais, l'économie de la dette, donc j'en parle brièvement, hein, mais c'est assez révélateur. En fait, on va souvent vous parler, là c'est les élections présidentielles en 2017, on va souvent vous parler de croissance. On va vous parler aussi de taux d'endettement. Le taux d'endettement, il est souvent pourcentage du PIB. Et en fait, quand on regarde un bilan comptable, le PIB, il n'appartient pas à l'État. C'est-à-dire que la croissance, là, elle n'est pas à l'État. C'est une croissance du secteur privé. Et de l'autre côté, la dette, c'est une dette nationale. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quoi on a un PIB et une dette nationale. Et les deux n'ont pas ne sont pas sur le même référentiel. En plus de la dette nationale, aujourd'hui vous avez la dette régionale, vous avez la dette départementale, bon les départements ça n'existe plus, et vous avez la dette de votre ville, sans compter votre dette individuelle. Parce que ça veut dire que par habitant, on est super endetté. Ouais. Il faut savoir que derrière toute cette dette nationale, régionale, départementale et même de la ville, le collatéral, c'est-à-dire l'immobilisation de l'État, c'est vous. Le dernier ressort, c'est-à-dire quand l'État ne pourra plus payer, il va venir chez vous, il va tout prendre. Ouais, c'est vrai. Et donc il faut savoir que tous les politiciens aujourd'hui, ils ne veulent pas résoudre le problème comptable. Leur but, c'est pas de résoudre le problème comptable. C'est-à-dire qu'on va rester dans un climat de dette. Et ce qui est très... Comment? Emprunter. Exactement. L'idée, c'est ça. C'est imaginez, vous avez un esclave. Bon, on revient quelques siècles en arrière. Vous arrivez au marché d'esclaves. L'esclave, il est beau, il est musclé, il est fort. Vous essayez pas de savoir si est-ce que mentalement il va bien, ou est-ce qu'il a des problèmes avec sa femme, ou
Non, on s'en moque de ça. L'important, c'est que l'esclave puisse travailler. Et là, c'est la même. Et vous ne voulez surtout pas savoir s'il a la force de se libérer. Ça vous intéresse pas, ça? Ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est qu'il peut travailler et il va continuer à travailler. Et limite, je veux même pas qu'il essaye de se libérer. Et là, c'est la même chose. Aucun politicien n'essaye de régler ce problème de dette. L'idée, c'est de rester sur la survie. De payer chaque mois les coupons. C'est assez logique quand vous y pensez, c'est assez logique. Si vous avez un ami, il vous doit 100 euros, vous lui dites bon, écoute, rembourse-moi avec des intérêts, donne-moi 5 euros tous les mois. Et puis il vous les donne, on arrive à la fin du prêt, ouais, bon, t'as mes 100 euros maintenant. Il dit oh non, franchement, là, franchement, je suis désolé, mais je suis sous l'eau, j'ai des problèmes, X, Y, Z. Bon, d'accord, allez. Mais cette fois-ci, tu me donnes 10 euros par mois. Ah ouais, c'est beaucoup, mais ouais, mais là, je te laisse faire ça disons, on va prendre maintenant un prêt de 10 ans. Et donc l'idée, là, derrière tout ça, c'est qu'on nous maintient en esclavage. Alors, derrière tout ça, oui, il faut essayer de trouver un moyen de sortir de cette crise. Et donc, ma vision, c'est quoi? Enfin, ma vision. Je parle de la société équilibre. Alors, société équilibre, ça a un sens ici parce que on parle beaucoup d'égyptologie, etc., le maths, etc. Mais moi, de mon côté, du point de vue de mon job, société équilibre, ça a aussi un autre sens, c'est que moi, je donne des prix, je valorise des produits financiers. Et la base de mon métier, c'est de le faire d'une façon juste. On appelle ça fair price. Fair price, c'est le prix équilibrant, le juste prix, si on veut. Et donc cette société équilibre, elle sera basée sur des choses assez simples. Je parle de patriotisme parce que, vous voyez, si vous voulez sortir de l'endettement, il faut avoir un certain courage. Pour avoir un certain courage, il faut avoir de l'amour, de la passion. De l'amour pour sa patrie et pour ses compatriotes. Ensuite, pour revenir à des choses beaucoup plus naturelles, c'est des circuits courts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois que vous consommez, vous êtes complice. Chaque fois que vous consommez, quel que soit votre processus de consommation. Et il faut rechercher l'autonomie. L'autonomie, c'est essentiel. Et l'autonomie, ça passe par quoi? Par arrêter d'être super endetté. Et se recentrer sur les besoins primaires. Alors, moi, ce que je vois, c'est des petites localités. Vous imaginez des petites régions qui sont indépendantes au niveau des 4 besoins primaires que sont la nourriture, le logement, la santé et l'éducation. Et tout ça, ça passe aussi par un recadrage de valeurs. Pourquoi recadrage de valeurs? Il faut, à un moment donné, il faut être capable, si je dois choisir une pomme fabriquée en France ou fabriquée dans ma région et une pomme qui vient de Bolivie, eh ben, il faut être capable de prendre la pomme qui est fabriquée le plus proche de chez nous. C'est ce que j'appelle réduire les circuits courts, et c'est lié à un recadrage de valeurs. Alors pour terminer, parce que c'est bien beau de parler, en fait c'est ça aussi, dans le panafricanisme, il y a un truc qui m'énerve aussi. C'est un moment, il faut être actif. Il faut faire des choses, bouger les lignes, entreprendre. Là, ce que j'ai fait, c'est une application qui va sortir à la fin du mois, qui référence vos valeurs. Ça s'appelle Infrisia. Et en gros, vous imaginez, vous vous promenez quelque part, vous cherchez à consommer, peu importe, je vais aller chez mon coiffeur, mais je veux un coiffeur bio, africain, je mets les valeurs, et tous les salons de coiffure bio africains commencent à pop-up. En fait, l'idée, elle est là. C'est que chacun puisse se réapproprier son processus de consommation. Et enfin, oui, devenir un consommateur engagé d'une manière beaucoup plus fluide. Moi, personnellement, j'essaie de devenir végétarien. C'est pas facile. Je passe devant le KFC, j'ai du mal. J'ai du mal. Et en fait, si j'avais un outil qui me permettrait de localiser des restaurants végétariens aux alentours, moi je serais hyper content. Voilà.
puis après, vous pouvez rajouter des labels, hein. Ça peut être végétarien africain, ça peut être vegan, ça peut être etc., etc. Végétalien. C'est prévu pour quand? Ça, c'est fin novembre. Fin novembre, on avait prévu le 25 novembre. On essaie de faire un peu une cérémonie de lancement, un peu à la Steve Jobs. Non, mais l'idée. Et du coup, ça touchera. Tout le monde. Alors, oui, en fait, là, aujourd'hui, j'en parle à la communauté africaine, mais c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, le problème, comme je vous l'ai dit, le capitalisme dual, il est universel. Le problème, il est universel. Et l'idée, si vous voulez libérer votre communauté, à un moment donné, il faut lui donner de la visibilité. Quand vous lui donnez de la visibilité, vous pouvez consommer d'une manière engagée et libérer justement cette communauté. Parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, il est économique. Jamais on va vous écouter tant que vous n'aurez aucun poids économique. Okay. Et derrière cette notion de communauté, nous, on est plusieurs, hein, mais l'idée de communauté, quand on a demandé à 75% des personnes, 75% des personnes interrogées ont déclaré qu'une communauté, c'est un ensemble de valeurs. Devant la race, la religion et les origines, etc. Et donc, l'idée, c'est de capable, on utilise nous on appelle ça des labels, mais de localiser vos valeurs. Okay. L'idée, elle est là. Et je veux dire que ce sera répertorié par ville, par... Oui, en fait, l'idée, hein, c'est l'application, elle géolocalise tes valeurs. Donc en gros, tu vois, okay. tu te déplaces, l'idée c'est ça, hein. Tu te déplaces, bam, t'as faim, ou bam, tu veux consommer, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce concept, c'est que on a voulu vraiment laisser power to the people. L'utilisateur a le pouvoir. Et tu peux même définir tes labels. T'es fan de Beyoncé, bam, tu crées un label, tu dis fan de Beyoncé. Pour X, Y raison. T'es fan du PSG, bam, tu peux créer un label fan de PSG. Et il faut bien voir aussi, j'en parle dans le livre, aujourd'hui, il y a les labels, enfin ça a un sens dans la vie entre guillemets réelle. Mais aujourd'hui, ces labels, ils sont attaqués par des lobbyistes. Okay. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Tous les labels bio, par exemple, ils sont plus vraiment bio. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbyistes qui arrivent, qui donnent un peu d'argent à la Commission européenne. Et la Commission européenne, bon, elle lève le frein, elle enlève des petites lois, des petites restrictions, etc. Okay. Le deuxième projet, c'est une plateforme de financement alternatif. Bon, c'est plus lié à ce que je fais professionnellement, mais en gros, c'est j'élimine les intermédiaires et vous pouvez vous prêter de l'argent assez facilement. Okay. L'idée, elle est là. C'est un peu mon business. Ce que je veux offrir aux utilisateurs, c'est l'expertise de banque d'investissement. C'est-à-dire que, juste pour vous donner une idée, les banques, quand elles traitent entre elles traitent avec justesse. Parce qu'en gros, on se connaît, tu vas pas me la faire à l'envers, donc elles traitent avec une certaine justesse. Mais tous les produits, quand vous allez voir votre banquier, vous dites ah, il y a un super fonds garanti, faut y aller, regarde, si tu mets ton argent en banque, tu vas avoir que 1%. Là, on te propose du 6%, et il y a un petit astérix. Et tu vois tout en bas, c'est écrit en minuscule. Oui, c'est fonds garanti, si en telle et telle condition, nanani, nanana. Et il faut savoir que ce type de produit, typiquement, c'est des trucs qu'on refourgue aux grands-mères. C'est-à-dire qu'aux gens... Non, c'est véridique. Hein. C'est-à-dire que c'est des produits tellement dangereux que les banques, elles veulent même pas traiter ça entre elles. Et donc moi, ce que je veux, c'est ramener aux consommateurs, lui donner accès à des produits vraiment plus rassurants, des structures plus simples, où il peut lui aussi bénéficier de rendements plus importants que le taux d'épargne classique. L'assurance aussi, enfin, ce genre de choses. Oui, non mais c'est tout un business, c'est tout un business. C'est tout un business.